Cette émission est enregistrée dans la belle grande ville de Shawinigan devant public. Abonnez-vous, aimez, partagez et commentez. Ce soir, je reçois des invités extraordinaires. Sa vision aide à changer l'avenir de Shawinigan, Philippe Nadeau. Il s'envoie en l'air depuis qu'il a 10 ans, Ben Milo. Et Alex Hamel rencontre Sam Breton pour un segment sprint. Tout ça chez Norm! Mesdames, Messieurs, Normand Lajoie. Merci, merci. Bienvenue à cette deuxième émission. Ce soir, on va recevoir des gens extraordinaires. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est un peu comme une fin de soirée où on a bien arrosé tout ça, puis il reste quelques gens, et on commence à se raconter, puis à réinventer le monde. Eh bien, c'est un peu ça l'émission, c'est un peu ça chez Norm. Et je n'ai pas inventé ça d'hier. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je fais ça chez nous. Non, pas tant que ça. Mais c'est ça, c'est très sympathique. On veut apprendre à connaître les gens. C'est tous des gens qui sont en affaires, mais qui font des trucs un peu exceptionnels. Vous savez, moi, je suis en affaires depuis quand même l'âge de 17 ans. Et tu sais, quand on est en affaires, on procrastine un petit peu. Et mon sport favori quand je vais procrastiner, c'est d'aller sur YouTube. Et j'ai découvert un petit quelque chose, je pense que vous allez aimer ça. Mumu, peux-tu partir ça, hein? Et voilà, c'est ça. Et si vous voulez voir ce genre de vidéo-là, il y en a avec les Rolling Stones, il y en a avec les Beach Boys. Vous écrivez Shred, S-H-R-E-D. Que ça va bien, mon affaire. Puis vous allez voir, il y en a une tonne, c'est hilarant. Quand on fait ces talk shows-là, ça coûte beaucoup d'argent. Et si jamais vous voulez aider, on a une façon très simple, on vous offre des services. Quand on monte l'équipement comme ça, l'équipement est libre pendant toute la journée. Donc, si vous êtes en affaires, vous avez besoin d'une capsule pour annoncer quelque chose, un produit ou quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous et dans l'après-midi, on va vous faire une heure et demie où on va prendre votre vidéo d'affaires, votre vidéo d'entreprise et ça à un prix extraordinaire. Puis nous, en même temps, ça nous aide à financer l'événement. Et dans ceux qui nous aident beaucoup, il y a bien sûr notre locateur, le DJ Hub de Shawinigan. Et tout à l'heure, on va avoir Philippe Nadeau qui va venir nous parler un peu de tout ça, mais on va parler aussi de lui. Et on a aussi la ville de Shawinigan qui nous aide. Et justement, il y a une petite pub. Puis après la pause, notre première invitée. Pour la rentrée, c'est à Shawinigan que je magasine. Je trouve tout ce qu'il faut pour les achats scolaires et il y a plein de boutiques pour suivre les tendances mode de la saison. Les commerçants locaux nous offrent de belles exclusivités pour toute la famille. Le service que je reçois est chaleureux et adapté à mes besoins. Vous savez, à Shawinigan, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez de trouver ce que l'on cherche. En plus, on stimule l'économie d'ici. Tout est à 5 minutes, ce qui me laisse le temps de profiter d'une belle fin de journée. Mon premier invité, c'est un Shawiniganais depuis presque 20 ans. Et depuis qu'il est là, il brasse sa cage pas mal. Il a fait des grandes choses. C'est un innovateur. Il y a même un temps où les gens se demandaient c'était quoi cette bébête-là de faire les métiers qu'il voulait faire. On va en parler, je ne vais pas trop vous en dire. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Philippe Nadeau.
Quelqu'un a bu ma bière, mais c'est pas grave, Ouais, c'est ça. Je ne prendrai pas personnel. Ben, bienvenue Philippe chez vous. Ben, merci de m'inviter au DJHub. J'aimerais ça que tu me racontes un petit peu avant le DJHub, c'est quoi? Voilà une bonne question. C'est quoi le DJHub? Mais le DJHub, c'est plusieurs espaces sous le même toit. Donc un incubateur, un accélérateur, un Fab Lab. Il y a mon bureau aussi, évidemment. Mais c'est surtout des gens, parce que sinon ce serait une coquille de noix vide. Au départ, c'était un éléphant blanc. Les gens disaient le DJHub, c'est un éléphant blanc. Il n'y a jamais personne qui viendra s'installer ici, parce que, évidemment, le numérique, il y a Québec et Montréal qui aspiraient un petit peu là, mais finalement, on a été assez déterminés. On a quand même ici à Shawinigan des gens, une communauté très déterminée, pour ne pas dire opiniâtre, et donc le DJHub est né. Et puis, on va fêter les 5 ans d'ailleurs au mois d'octobre. Oui, bah oui. Et donc le temps passe vite, mais c'est ça. Aujourd'hui, on est rendu avec une quarantaine de startups. On est le 3e pôle du numérique au Québec. On a présenté l'innovation du Canada au dernier G7. Et puis, on a une belle visibilité aujourd'hui, je pense. Et on va y revenir un peu, mais j'aimerais ça savoir, parce que tu viens pas du Québec. Ah bon? Ouais, je pense que je l'entends dans ton accent. Tu peux-tu me raconter un peu comment c'était ton enfance, dans quelle ville tu es? Oh là, attends, je vais m'allonger, si tu veux. Allez, dis-moi ça. Pose-moi tes questions, vas-y. Bon, ton enfance. Non, je suis jamais chez un psy, donc j'étais mal à l'aise. C'est donc. Tu veux que je te raconte mon enfance? Oui, pas tout en détail. Ah, bon. Il y a quand même un public, je n'aurais pas choqué personne non plus. Juste les affaires croustillantes, là. Ouais. De quelle ville tu viens? Bordeaux. Je suis né à Bordeaux, en Aquitaine. Là où on fait du vin, évidemment. Oui, peut-être. C'est pas un message subliminal que je t'envoie, là, mais... Et donc voilà, je suis venu ici au Québec il y a 19 ans, en 2000, avec le BOC de l'an 2000, comme les gens le disent. Pour passer une fin de semaine, je suis venu par hasard, comme je le dis, je suis venu par hasard à Shawinigan, et j'y suis resté par amour. Ah oui? Voilà. Bon, maintenant, je n'ai pas dressé une liste, là, mais c'est ça, je suis resté par amour. C'est ça. Tu avais vraiment ton harem. Non, mais je pense qu'à Bordeaux, tu étais déjà au niveau de la technologie, tu étais assez... J'ai créé le premier cybercafé en France, on peut le dire, dans les années 90. À l'époque où les gens se demandaient c'est quoi Internet, à quoi ça sert. Pourquoi les gens iraient dans un bar pour faire autre chose que boire de l'alcool. Donc voilà. Parlant de boire d'alcool. Mais tu as eu ton café Internet, tu l'as eu pendant combien de temps? Au début c'était compliqué parce qu'évidemment les gens se demandaient pourquoi, qu'est-ce que j'allais faire avec ces 10 ordinateurs à la maison. Là. Donc, oui, parce qu'au départ c'était des jeux en réseau et puis c'est devenu un cybercafé qu'Internet. J'étais un des premiers à Bordeaux d'ailleurs à tester Internet pour le grand public. Okay. Donc c'était toute une aventure. Évidemment on ne savait pas trop vers quoi ça mènerait, mais donc j'ai eu le premier cybercafé et puis j'avais une autre entreprise à cette époque-là. Je suis un peu entrepreneur sur les bords. C'était quoi ton entreprise? Une entreprise qui n'a rien à voir. C'était une entreprise où j'avais créé un catalogue de meubles de cuisine, donc des meubles que j'allais chercher en Espagne pour revendre aux Français. Donc voilà. À quel âge tu as commencé en affaires? À l'âge de mes 3 ans, je négociais déjà pour avoir certaines choses plutôt que d'autres. Donc moi, je ne me suis pas envoyé en l'air à partir de 10 ans, hein, mais... Oui, c'est ça. Voilà. Et quand tu étais en Europe, ton éducation et tout ça, qu'est-ce que tu as comme diplôme? C'est dans l'université surtout. J'ai fait... on n'a pas l'impression comme ça, mais j'étais officier dans l'armée française, donc j'étais un des premiers, je dirais, à gérer un service informatique avec ARPANET à l'époque, avant Internet. Oui. Donc j'y suis resté quelques années jusqu'à que ça me fatigue un peu, et puis après, avant ça j'étais à l'université avec des diplômes d'analyste programmeur. J'ai même un diplôme en chimie et microbiologie, donc on s'entend que ça ne me sert pas à grand chose aujourd'hui, mais voilà, comme quoi les études mènent parfois à rien aussi. Rien. Parfois. J'espère que mes enfants n'auront pas cette... restaient pas à l'école. Là, tu es arrivé à Shawinigan. Est-ce que tu as connu cet amour en ligne ou vraiment sur place? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu un des premiers cybercafés en France. Ça fait que le soir, quand je venais aider les gens qui travaillaient là, on était connectés évidemment avec les gens qui étaient en ligne, donc les gens du Québec.
Donc je ne m'intéressais pas vraiment particulièrement au Québec à cette époque-là, mais le fait que je rencontre des gens comme ça à distance, ça fait que j'ai eu le goût de venir à Montréal. OK. Et puis ça fait 19 ans que ça dure. Et pourquoi Shawinigan? Pourquoi oui, je sais, à cause de l'amour, mais il n'y a pas... parce que c'était moins loin que Chicoutimi. Oui, ça. Et puis non, mais parce que la personne que j'ai rencontrée était de Shawinigan. Était de Shawinigan. Voilà. Que tu es toujours avec, d'ailleurs. C'est la mère de mes enfants. Okay. Je suis plus. C'est la mère de mes enfants. OK. On ne va pas rentrer dans les détails, là. On va y passer la nuit. Moi, je t'ai connu au début des années 2000 avec Éclair de jeunesse, Oui. où tu avais été récompensé parce que tu avais une façon particulière de donner de l'emploi à des jeunes. Raconte-moi un peu comment c'est commencé ce truc-là, parce que tu as innové beaucoup. À cette époque-là, tu as eu de la difficulté aussi parce que les gens croyaient pas trop à ce genre de métier-là. Veux-tu expliquer un peu c'était quoi? Je fais toujours des choses que les gens ne pensent pas que ça va fonctionner au départ, là, et puis après, évidemment, ça va mieux. Mais quand je suis arrivé à Shawinigan, oui, j'ai créé une entreprise dans le jeu vidéo. Donc, j'étais à Shawinigan, donc j'ai créé à Shawinigan, évidemment. Mais au départ, c'était du télétravail, donc je faisais ça un petit peu à la maison pendant les premières années, donc personne ne nous connaissait. Et puis, l'entreprise, on est passé de 1 à 450 employés au bout de quelques années. Donc là, évidemment, on a pris des locaux à Shawinigan parce que, passer un certain nombre d'employés, évidemment, dans la cave ou le garage, on finit par être un peu à l'étroit, là. Donc, j'ai créé une entreprise, mon entreprise a un certain essor ici à Shawinigan. D'ailleurs, je commençais à faire des voyages économiques, dont le premier en Inde avec un ministre que je nommerai pas ici et qui m'a dit « mais reste pas à Shawinigan, viens-t'en à Montréal, on va t'aider, etc. » Ah oui. Et je dis non, moi je suis bien à Shawinigan, et puis même si à l'époque la ville était en plein déclin, c'était pas une ville aussi, je dirais, attirante qu'elle peut l'être aujourd'hui. Donc je suis resté à Shawinigan. D'ailleurs, j'ai rencontré ce ministre récemment et je lui ai dit monsieur le ministre, j'ai bien fait de ne pas vous écouter. Vraiment, ouais. Et puis il m'a pas répondu, là. Il était un peu. Et je reviens un petit peu avec... parce que oui, ramène-moi sur la question, là, parce que je dévie toujours. Oh, mais c'est correct, c'est ma job, ça, faire ça. Bon. Ce qui m'avait impressionné, parce que quand on avait fait la vidéo avec Éclair de jeunesse, justement, on parlait de ce logiciel-là, qui était un logiciel où vous gériez le temps des gens. Vous saviez quand ils étaient en ligne et tout ça, mais ça forçait le jeune à s'autodiscipliner un peu. Il y avait comme quasiment quelque chose d'académique là-dedans. C'était l'arrivée de la cybergénération, donc des jeunes qui évidemment sont nés avec un téléphone mobile dans la main, dans le prolongement de la main, et puis Wikipédia dans le prolongement du cerveau, donc c'est facile, je dirais, à partir de là, de les faire travailler. Mais on s'apercevait qu'en télétravail, on avait beaucoup de télétravailleurs. J'avais même des gens à l'époque, un jeune qui travaillait à Fukushima, et puis qui voulait rester là, en fait, un autre qui était dans la bande de Gaza, en Israël. Donc lui, évidemment, des fois, il y avait des coupures d'Internet, c'était compliqué. Mais on travaillait avec des gens un peu partout dans le monde, parce que, évidemment, la plupart des métiers, 450 employés, mais on faisait la gestion de mondes virtuels, les premiers mondes virtuels, Ultima Online, le Seigneur des Anneaux Online, on travaillait Disney Online, on travaillait avec Ubisoft, on travaillait avec une centaine de clients à travers le monde. Donc, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai amené Michel Anger il y a 6 ans au Japon avec moi pour qu'il découvre un petit peu quelle entreprise était mon entreprise. Et à notre retour, on a créé le DJ Hub d'ailleurs, mais tout ça pour dire que, oui, on a inventé une partie des métiers, parce qu'à l'époque, encore une fois, on a défriché pas mal dans le monde des jeux en ligne, donc il y avait personne qui faisait du service comme nous. Tu voyais ça un peu comme si tu voulais avoir un salaire à jouer à des jeux, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Je voyais pas ça comme ça, là, mais, parce que, évidemment, mais oui, c'était intéressant, parce que c'est pas que des métiers où on fait du support en ligne, c'est des métiers aussi où on incarne des personnages, on fait des game masters, donc on fait des animations en ligne pour faire jouer un petit peu les gens qui payent pour ça, là. Donc j'ai même travaillé avec Gary Gigas qui a inventé à l'époque Donjons et Dragons. Donc, oui, justement, je voulais en parler. Oui. Ah oui? Moi, je t'ai coupé le... Non, ça va, c'est correct, c'est bien, la transition. Pour moi, évidemment, c'était l'opportunité de travailler avec des gens que je connaissais depuis longtemps et puis que je ne pensais pas prochain un jour. Et puis là, les embaucher, évidemment, ça tout... Je me souviens, on avait une conversation à Trois-Rivières
à Cage au Sport, je pense. Puis on oui, parlait justement de lui. Oui, on était. Oui? Bon. Puis on parlait justement de lui, puis je te disais que moi, j'étais maître donjon quand j'étais plus jeune. Ouais. Et tu dis, peut-être un jour, je pourrais te le présenter. Mais entre-temps, il est décédé. Mais il est décédé la même journée. Ah oui? Quand je suis arrivé chez nous, j'étais comme tout épanoui. Je disais, je vais pouvoir, je disais ça à mes amis. Et en ouvrant Internet, je vois qu'il est décédé. Bon. Je fais, c'était triste. J'ai encore des collecteurs de sa main, si t'es gentil, peut-être un jour, je t'en... Ah, ben ça serait cool. Si tu m'invites avec du vin, peut-être que j'y penserai. Je dirais au trou du diable de faire du vin. Voilà. mais c'est quand même... à partir de ce moment-là, je me souviens aussi, on commençait à parler de la collaboration entre les entreprises. On est à l'ère du partage, quelque part. Oui, c'est ça. Entreprise, autrefois, moi, le DJ Hub, ça fait 5 ans qu'on est créé. La première année, les gens venaient me voir avec leurs idées, et puis ils voulaient absolument me faire signer un document d'exclusivité pour cacher un peu un document de... ils ne voulaient pas que leur projet soit connu. J'ai dit, bon, écoute, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, les gens viennent avec leurs idées, puis partagent leurs idées, parce que ce qui leur manque, l'expertise qui leur manque, ils vont la chercher dans l'entreprise à côté. Et c'est une des choses qui fait que la force du DJ Hub aussi, c'est ce partage, cette connaissance de l'autre, et puis d'aller chercher comme ça de l'aide, même ponctuelle, ça permet, je dirais, d'aller plus loin, de conjuguer les talents pluriels, ça ne peut qu'aider. Oui, oui. Eh oui. Puis ce que je trouvais le fun, parce qu'on avait eu une discussion à l'époque, je te rappelle, parce que tu t'en souviens pas, c'est ça? Non, Mais c'était vrai, je te jure. Ah, mais je te crois. On avait eu une discussion justement de ça, parce qu'à l'époque, moi, mon entreprise, comme aujourd'hui, on est que 2 dans l'entreprise. Des fois, on a besoin un petit peu d'une secrétaire ou un petit peu d'un comptable, mais pas assez pour en engager. C'est pas mal nécessaire, oui. Et c'est là, à ce moment-là, que tu me parlais de ce projet-là que tu avais en tête, parce que c'est quelque chose que tu as fait, c'était en 2006 quasiment. Là, on allait à Trois-Rivières voir l'incubateur à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens. Oh, je savais même pas qu'il y avait un incubateur à Trois-Rivières. Mais on avait été. J'ai l'air d'un menteur. Non, c'est moi qui ai l'air d'avoir la vis-à-vis déjà. mais c'est ça, puis tu parlais de ça déjà là, et ça montre un peu aussi l'innovation que tu avais, parce qu'à cette époque-là, on n'aurait jamais cru que Shawinigan aurait été comme ça, parce qu'on a remplacé... Personne n'aurait cru, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est devenu un peu un modèle pour les autres régions, les autres villes du Québec. D'ailleurs, demain, on reçoit l'UMQ et puis on reçoit la nouvelle boss la semaine prochaine. Donc, les gens viennent s'inspirer parce qu'ils se disent, comme si on avait des ingrédients magiques, on n'en a pas, mais la détermination en fait partie, néanmoins. Mais ils veulent s'assurer qu'on existe bien et puis que ce n'est pas que des mots quelque part. Donc, oui, on existe. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand on a une communauté comme ça dans une ville, en même temps qui, à l'époque, n'avait plus grand-chose à perdre, une ville, une communauté déterminée, ben oui, on arrive à bâtir ce genre de choses et puis tant mieux. On montre qu'on est capable. La résilience amène toujours à quelque chose de positif plus tard. Puis toi, tu veux voir ça aller où? Tout ce que tu es en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire, parce que c'est vraiment rendu... Déjà, l'ancien gouvernement nous avait permis d'aller dans les 18 régions du Québec pour essayer d'apporter, on va dire, un peu d'aider les gens qui venaient vers nous. Et puis nous, évidemment, on le faisait gracieusement, mais sauf que quand on reçoit des autobus de gens qui viennent d'Abitibi ou qui viennent un peu partout, ça nous prend des journées entières. Donc c'est quand même prenant d'être modèle. Donc à un moment donné, l'ancien gouvernement, Philippe Couillard nous avait vu un petit peu qu'un DJ Hub, comme on a nous ici à Shawinigan, permet de faire de la rétention. Donc tous ces jeunes qui créent des startups, et c'est moins jeunes, parce qu'évidemment aujourd'hui on a des gens qui sont dans sa startup et qui ont, comme j'aime les appeler, des quinquados, donc des quinquagénaires et même plus vieux qui se retrouvent à la retraite et puis ils s'ennuient beaucoup, parce que c'est vrai qu'aller faire des bingos, ça finit par être un peu ennuyant, mais en tout cas on a beaucoup de gens qui reviennent, qui sont voilà, des cinquantenaires ou plus qui créent leur start-up. Oui. Et puis j'ai oublié ta question là, mais donc je continue. Non, mais tu as dit qu'on pouvait continuer à parler pour rien dire, donc voilà, c'est ça que je fais en ce moment, mais... Qu'est-ce que tu m'avais posé comme question? Je m'en souviens. Tu as oublié la question, moi j'ai oublié la réponse. Mais c'était tellement intéressant ce que tu disais. Ça va être long, messieurs, dames, je vous le dis. Mais tu parles de la différence d'âge, mais il y a aussi la différence d'expérience en affaires. Parce qu'on a des nouveaux, puis on a des gens qui sont un peu plus habitués. Voilà, c'est ce mélange qui fait qu'on a une sorte d'ébullition ici qui est intéressante, parce que
On le voit le midi, ou on le voit même quand on fait des missions économiques, on part en France, d'ailleurs on repart en France avec le ministère qui pendant 3 ans. Donc des Français vont venir ici, puis on va, même si on a mis un quota sur les Français au DGE, parce qu'on finit par en avoir un peu trop là, mais... Même dans la salle ici, là je ne les vois pas, donc il y en a un je suis peu ébloui, plus. Donc je ne vois rien, mais oui, on fait une mission économique, ce qui permet aux gens déjà de se découvrir entre eux, parce que des fois, on a beau se côtoyer en allant aux toilettes ou en allant manger, mais on ne se connaît pas vraiment, on ne sait pas trop qu'est-ce que fait l'autre. Donc là, le fait d'être ensemble pendant une semaine fait qu'on apprend un peu plus sur l'activité ou l'expertise de l'autre, et puis ça permet On a des cas concrets au DGHub où 2 entreprises ont fusionné pour créer une 3e entreprise, un 3e produit, le fruit, on va dire, un peu de l'expertise des 2 précédentes, mais on a de beaux exemples comme ça. Et puis je pense qu'il faut continuer. Puis il y a des belles réussites. C'est un peu équilibré. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent. Ouais. Il y en a quelques-unes qui meurent naturellement, mais il y en a d'autres qui deviennent... Elles meurent, oui, non. Il y a des gens qui... En fait, il faut essayer. Là. Il n'y a pas de mauvais ou de bons plans d'affaires. Il y a des plans d'affaires, puis il y a des gens qui vont réussir la 2e ou la 3e fois. Donc là, on ne va pas faire l'apologie des gens qui ne réussissent pas, là, parce que évidemment, c'est mieux de réussir dès la première fois, on gagne du temps. C'est plus dans le sens de dire que vous misez plus sur l'entrepreneur que sur l'entreprise qui va... On mise sur l'idée, on mise sur l'entrepreneur, on mise... Comme je dis, on ne va pas miser sur le... Moi, c'est rare que je regarde un plan d'affaires, c'est rare que je regarde non plus un pédigré trop en profondeur. C'est comme, je disais l'autre fois, j'avais 5 banquiers devant moi qui disaient « Oh, on veut des plans d'affaires sur 5 ans, on veut... » Alors je dis, vous allez recevoir un entrepreneur qui va vous parler de blockchain. Alors déjà, on ne sait pas ce que c'est, là. Un plan d'affaires sur 5 ans, autant écrire la science-fiction, ça ne marche pas. Là. Donc il faut revoir un petit peu la manière de présenter des projets. C'est comme à l'époque, si on avait demandé à Christophe Colomb, je dis, on veut bien te financer ton voyage pour aller découvrir l'Amérique, mais on te donnera l'argent que si tu reviens avec les cales pleines. Mais ça ne marche pas comme ça, et puis encore moins aujourd'hui. Et est-ce que c'était difficile, parce que tu as parlé qu'après ton voyage au Japon, avec Michel, vous avez parti DGHub, mais est-ce que c'était difficile de convaincre les gens d'aller de l'avant avec ça? Quand même, c'est quelque chose de gros, là. Ben non, enfin je dirais, c'était pas difficile de convaincre. C'était faire comprendre un petit peu qu'il y avait, évidemment, il y a eu des gros départs ici à Shawinigan, des industries qui ont fermé, le papier, l'aluminium, mais qui ont laissé des friches industrielles comme l'ancienne Wabasso, l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Je dirais que c'était un mal pour un bien. Moi, quand j'ai connu Shawinigan il y a 19 ans, c'était une ville triste, donc polluée. C'est vrai que, et puis les gens le disaient, des humoristes l'ont dit, Shawinigan, c'était la ville où les bonnes idées allaient pour mourir, là, donc on partait de loin. Ce qu'on me disait à l'époque, Shawinigan, c'était là où il y avait le plus grand nombre, le plus grand taux de tavernes par habitant, donc c'est pas très vendeur non plus. Je pense que vous les connaissez tous. Hein, ouais, quoi, les débits de boissons, Ouais, c'est ça. Ouais. On en découvre tous les jours. Je me balade, je dis, ah tiens, il y a un bar ici. Donc, bon. Mais on n'avait pas de... Les gens n'étaient pas attirés par Shawinigan. Au contraire, les jeunes disaient, bon, on va aller à Trois-Rivières, on va aller à Montréal ou ailleurs, ou bien plus loin. Et moi, évidemment, quand j'avais mon entreprise ici, puis je faisais venir le PDG de Disney et d'Ubisoft, des gens d'un peu partout qui venaient du monde entier à Shawinigan, à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la ville, et puis on s'est rapproché... à l'époque, avant Michel Anger, bon, c'était plus compliqué. Madame Landry, c'était une autre façon de faire. Donc, mais quand Michel Anger est venu, là, au moins, on avait l'ouverture, on a eu, je dirais, il faut un courage politique aussi, parce que... À un moment donné, on peut partir sur plusieurs axes, il faut en choisir un. Mais je pense que le Shawinigan a fait le bon choix. Puis de toute façon, maintenant, c'est parti. Donc là, on peut vivre sans avoir à vendre l'idée, parce qu'elle est vendue déjà un peu partout dans le monde. La ville, je pense, en très peu de temps, on a changé complètement de dynamique. On partait d'une ville où les gens quasiment avaient honte, ou pas loin, de dire que j'habite à Shawinigan. Ils disent, oh, pauvre toi, là, c'est comme une tape dans le dos. Mais là, aujourd'hui, c'est rendu que la ville est devenue plus attractive, donc évidemment, il y a encore du travail. Mais je pense que la ville, déjà, on fait de la rétention, donc les gens veulent rester à Shawinigan pour entreprendre. Ça, déjà, c'est un bon point. C'était le mandat que j'avais au départ de la ville, c'était de juguler l'exode un petit peu, là, de voir comment empêcher les jeunes de partir, de quitter la ville. Donc ça, je pense qu'on a bien travaillé ça. Après, c'était de faire rayonner le DGHub, de faire rayonner Shawinigan. Là aussi, je pense qu'on a bien réussi notre coup, parce que on a des partenaires au niveau international qui sont quand même assez prestigieux, et puis de plus en plus, on était à Cannes récemment,
invité par le maire de Cannes, avec qui on a signé un partenariat important. D'ailleurs, on va sortir avec des entreprises du DJ Hub et des entreprises de Cannes, on va sortir un jeu qui va être lancé au prochain festival de Cannes. Oh. Donc avec l'homme au masque de fer donc on a des projets comme ça et puis qui vont nous faire rayonner encore plus. Et les gens se disent, finalement, Shawinigan, là, il y a quand même une qualité de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur deux choses. On est sur le fait que le numérique permet aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller proche de ses fournisseurs ou de ses clients. Aujourd'hui, on peut faire, si on a une bonne connexion, si on a la fibre, une bonne connexion Internet, on peut créer son entreprise un peu n'importe où aujourd'hui. Évidemment, quand on a un endroit comme les DJ Hub, c'est plus facile, je dirais, d'être motivé. Parce que quand un jour on arrive et puis on est un peu à plat, les personnes à côté vont nous remonter et puis c'est toujours positif de travailler ici. Mais on a la qualité de vie. Les gens maintenant veulent quitter les métropoles de plus en plus et puis on le voit avec des jardins qui s'installent ici. Puis au départ, ils nous disaient peut-être qu'on va avoir des difficultés, on l'a vu avec CGI, des difficultés de faire venir des gens à Shawinigan, mais je pense qu'au contraire, les gens aujourd'hui veulent une qualité de vie. Puis Shawinigan, on est quand même à 1h30 de Québec, 1h30 de Montréal. On commence à voir quelques spectacles, un peu de culture en région, ça fait pas de mal non plus. Donc je pense les régions deviennent de plus en plus attractives pour les gens qui veulent quitter ces métropoles un peu étouffantes dans lesquelles on est des numéros. Aujourd'hui, une ville comme ça, comme Shawinigan, c'est une ville à dimension humaine dans laquelle on est quand même, on le voit aujourd'hui, on est sur les projecteurs. À un moment donné ou à un autre, on se retrouve sur les projecteurs. Donc on n'est pas anonyme. On arrive à tirer son épingle du jeu quand même parce que on est à Shawinigan, mais on fait ça comme à Québec ou Montréal. On fait, comme je dis, des missions économiques. Là, je parle la semaine prochaine, dans 15 jours, je serai président d'honneur à Montréal pour un événement sur l'innovation, donc pendant 2 jours. Après, je suis invité par le gouvernement de Tunisie pendant 4 jours pour présenter l'innovation dans 28 chefs d'État africains, donc j'y vais avec une collègue d'ailleurs, donc on va faire encore une fois rayonner Shawinigan. Là on s'est bien occupé de la France, maintenant on va commencer à travailler avec l'Afrique, qui est quand même un continent très intéressant. Donc oui, on va pas s'arrêter là à Shawinigan, on va continuer, je dirais, et puis on l'a vu par le dernier article dans le journal Les Affaires, où on passe vraiment comme les gens qui ne nous connaissent pas pensent vraiment qu'on est une métropole comme Québec et Montréal. Ils sont étonnés quand ils arrivent à Shawinigan, ils disent ah, ok, donc on ne s'attendait pas à ça, mais positivement en même temps. Il y a beaucoup de place pour penser et inventer. Oui, absolument. À un moment donné, dans ta carrière, il a fallu que tu fasses un choix. Entre ton ancienne entreprise qui prenait beaucoup de temps et ce nouveau bébé-là que tu faisais qui en prenait encore plus. Comment ça s'est passé, cette décision-là, ce choix-là que tu as fait? Ça s'est fait de façon dans une convention en Californie. Un de mes collègues, le directeur général à l'époque de mon entreprise, a été approché par une compagnie britannique pour un rachat. On s'intéresse à vous, donc on voudrait vous acheter. Et évidemment, à l'époque, après 15 ans, c'est pas évident de vendre une entreprise qu'on a fait émerger, puis qu'on a vu grandir, et puis dans laquelle, même si on avait beaucoup d'employés, je me targuais à l'époque de connaître tout le monde personnellement, donc ça faisait quand même beaucoup de monde à qui dire bonjour chaque jour. Là, et donc, on a eu une proposition pour vendre l'entreprise, et puis j'étais rendu à un moment donné où moi j'ai besoin comme ça, je ne serai jamais un fonctionnaire. Là, donc, je dis pas que je m'ennuyais dans mon entreprise, mais on était arrivé à un niveau où c'était plus compliqué. Il y avait des gros joueurs qui arrivaient sur le terrain. Et puis, donc c'était un bon moment de vendre mon entreprise. J'ai vendu mon entreprise. Les journaux ont titré Philippe Nadeau a vendu son entreprise à des intérêts britanniques. Donc ça faisait un peu le gars qui a vendu l'âme. Voilà, c'est ça. Mais finalement, non. C'est des gens qui ont continué à racheter des entreprises. Et donc c'était un bon moment pour moi. Et puis il y avait un nouveau défi ici au travers du DJ Hub, donc de partir de rien, même de partir de quelque chose que auquel les gens ne croyaient pas, et puis d'arriver, je dirais, à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais qui va encore se transformer dans le futur. On ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui était l'événement le plus difficile dans toute cette aventure-là du DJ Hub? Le moment où peut-être même que ça t'a fait douter, y a-t-il quelque chose qui est arrivé à un moment donné? Non, oui, il y a toujours le côté politique. Là. Ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, des comptables, mais en plaisantant. La politique est devenue... Je fais beaucoup plus de politique que je voudrais ou devrais en faire, malheureusement. Puis
Puis on l'a vu dernièrement, on a accueilli ici, j'étais 2 fois directeur général de notre organisme créé par l'ancien gouvernement, mais que le nouveau gouvernement trouvait que c'était trop à connotation de l'ancien gouvernement. Donc j'ai eu des bras de fer avec quelques ministres, donc j'aurais préféré éviter ça, mais à un moment donné, je pense qu'on est arrivé à un certain niveau où c'est inéluctable. On est obligé d'avoir une confrontation comme ça avec le gouvernement en place, et puis tant mieux quand on a quand même des ministres qui ont des ouvertures et puis qui voient que l'innovation n'a pas une couleur politique, l'innovation est une fleur qui peut s'épanouir partout, là, donc il ne faut pas la connoter d'une couleur ou d'une autre. Je pense que c'est idiot de penser ça, mais peu ou prou, c'est ce que nous avons fait. Donc, puis, je fais de la politique malgré moi. J'aurais dû me présenter aux élections, mais en même temps, non. Au niveau positif, c'est quoi le moment le plus gratifiant que tu as? C'est tous les jours quand j'arrive ici. Ah oui? Oui, il n'y a pas un jour en particulier, c'est vraiment tous les jours. Toujours un plaisir de côtoyer les gens au DJ Hub, parce que c'est des gens qui... En même temps, comme je dis, le DJ Hub, ça serait rien sans les gens qui sont à l'intérieur, donc on serait une coquille de nos vides. Et puis, donc ce qui est gratifiant, c'est de voir des entrepreneurs, hommes ou femmes, qui viennent, et parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi. Puis nous, c'est ce qu'on essaie de prôner. Donc le DJ Hub, on n'est pas seulement là pour louer du pied carré, on est aussi là pour amener du conseil, parce qu'on a quand même une certaine expertise. On est là pour faire rayonner nos entreprises, parce que faire rayonner que l'entité du DJ Hub, ça ne sert à rien non plus. Donc on est là pour faire rayonner nos entreprises, pour les attirer avec nous, pour s'exporter ailleurs, et puis pour aller se comparer à ce qui se fait ailleurs. Et puis quand les gens le font, s'aperçoivent qu'on n'a pas à courber la tête, ni devant des Européens, où on a quand même de beaux produits, on innove beaucoup ici, on a quand même de belles choses qui se font. Et puis au fil du temps, on est même devenu des gestionnaires de projets, c'est-à-dire que quand on voit que ça ne va pas assez vite, on va chercher des projets comme les musées d'Ottawa par exemple. On a répondu à un appel d'offres au musée d'Ottawa, on a gagné l'appel d'offres et du coup on a réparti le chiffre d'affaires à nos entreprises. Donc c'est elles qui en ont tiré les bénéfices, mais en même temps nous on est là pour ça, on est là pour que les gens puissent s'épanouir ici au DJ Hub, pas rester enfermés au DJ Hub. On a vu de beaux cas, puis je ne les nommerai pas tous, des gens qui sont arrivés au DJ Hub et puis qui ont quitté le DJ Hub parce qu'on ne veut pas les enfermer entre 4 murs, donc maintenant qu'ils sont toujours à Shawinigan mais ailleurs, et puis pour nous c'est ce qu'on veut. Nous on est une étape, on n'est pas une finalité, on est une étape ici au DJ Hub. Et puis là on vient d'entendre parler de tout le côté business, le côté ça, mais toi en tant qu'être humain, hors travail, qu'est-ce qui est Philippe, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes loisirs, c'est quoi ton plaisir? Ben, j'ai pas de loisirs, je n'ai même pas de vacances. T'as pas de vacances? Non, j'ai pas de loisirs. Non, oui, j'ai des loisirs. Mais... Comme je disais au départ, j'étais un peu comme, comment dire, sans être, mais il y a quelqu'un qui est pire que moi après. Donc c'est comme un gynécologue, je ne ramenais pas du travail à la maison. Là. Okay. Donc je ne jouais plus ni à des jeux vidéo, ni... Évidemment, quand on voit ça toute la journée, là, on ne rentre pas à la maison pour... Donc moi j'ai la chance d'avoir un chalet, un peu le fantasme français, d'avoir le chalet en Boiron au bord du lac. Là, donc c'est un peu ce que j'ai. Donc je profite un peu pour me vider les idées, même si c'est pas toujours évident, là, parce que on est tout le temps sur être connecté avec la France, avec les États-Unis, avec l'Afrique. Il y a tout le temps quelqu'un qui nous sollicite, qui veut nous appeler, qui veut nous parler, qui a un projet, etc. Donc je dirais on est pas mal branchés tous les jours de l'année. Là j'ai pris 10 jours de vacances, je me suis forcé un peu à couper les connexions, mais malgré tout, non, on a toujours un peu l'esprit... Parce qu'en même temps, c'est pas un métier, c'est pas une carrière, c'est une passion que je vis au jour le jour, c'est ça ma chance, on va dire un petit peu là. Donc je dis pas que j'ai un hobby, mon hobby, chaque fois, comme je dis, chaque fois que je mets les pieds au DJ Hub, il commence. Et puis il s'achève quand je pars d'ici, mais en même temps il s'achève pas non plus, là, ça continue, il n'y a pas de fin. On est à l'ère de l'instantanéité, on est à l'ère où il faut toujours être, je dirais, connecté, ça a du bien et puis du moins bien, mais on va dire que j'aime ça regarder la partie du verre qui est pleine, même s'il en reste plus beaucoup. Là. Et du côté... elle va être chaude, ta bière. Mais ouais, je pense que tu devrais y verser parce que voilà. Ça risque... Puis moi, j'en renverse pas. Ou à peine. Mais qu'est-ce que... au niveau du Québec, à part l'amour, qu'est-ce que tu... c'est important. Oui, c'est important, mais qu'est-ce qui te plaît le plus au Québec? Qu'est-ce qui par rapport à l'Europe, sans dénigrer l'Europe, mais qu'est-ce qui... C'était pas mon intention, quoique. Mais qu'est-ce qui me plaît le plus au Québec? Je pense que le Québec, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est quand même, j'allais dire un pays, là, mais je ne l'ai pas dit.
mais c'est quand même c'est un pays où il y a beaucoup de choses qui restent encore à construire, parce que, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont rattrapées, problèmes d'immigration, tous ces problèmes-là qu'on connaît en Europe depuis longtemps. Aujourd'hui, évidemment, ça devient un peu des phénomènes de société, mais je pense qu'on ne va pas y couper, on va y passer. Mais ce qui me plaît au Québec, c'est qu'il n'y a pas cette pression. Je vois en Europe, les gens sont toujours pressés, sont toujours comme tendus, sont toujours anxieux, sont toujours ici. Il y a plus, les gens sont plus détendus, je pense. Et puis c'est pas le fait que le pot soit autorisé non plus qui fait ça. Mais j'aurais pu t'offrir ça. Non, mais écoute, c'est la deuxième fois de ma vie où j'ai toujours, mon fils est dans la salle là-bas, j'ai toujours dit non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas fumer ça, c'est pas bien, etc. Et puis la dernière fois que je suis allé à Trois-Rivières, pour mes yeux, le rendez-vous, je me suis trompé de jour, et donc on était à côté de la société Donc j'ai dit à mon fils, tiens, je vais t'acheter de la drogue, là. Je suis allé avec lui. Donc je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais je l'ai fait, et puis bon, ça pour essayer. Ça, c'est celle qui a 5 ans, là. Non. Non, lui, il est déjà passé à autre chose. Au niveau sportif. Ouais. Voilà, tu m'observes. Qu'est-ce qu'il y a à mon niveau sportif? Ouais, c'était comme moi un peu. Moi, encore moins, là, mais qu'est-ce qui te plaît au niveau sportif? Qu'est-ce que tu pratiques? Je fais pas du vélo. OK. Non. Pendant longtemps, j'ai eu un régime sans sel en plus, donc ça aurait été délicat. Je fais pas du vélo. Donc, je dis ça parce que tous les gens autour de moi font du vélo. Donc, à un moment donné, ils disent pourquoi tu fais pas du vélo? Je dis non, j'en fais pas. Regarde, je laisse le pédale. Mais un sport qui te plaît. Je pédale assez parfois dans la vie sans. Mais un sport qui te plaît de regarder. Mais là, je me suis remis à courir un peu, bien que courir seul, là, c'est un peu ennuyeux. Au bout du 5e kilomètre, on trouve le temps un peu long. Hein. Mais non, je fais quelques exercices comme tout le monde. Et puis, le DJ-up, c'est grand. De mon bureau aux toilettes, je mets ça dans mon agenda maintenant parce que c'est bien 300 mètres aller-retour. Là, donc, Eh bien, merci beaucoup. J'amenais le sport. Ah oui, tu pouvoir faire un segway. Pourquoi tu veux parler de sport? C'était pas logique. Je vais faire un segway avec le prochain invité. Ouais. Tu en as entendu parler un peu parler tout à l'heure parce qu'il est arrivé. J'écoutais pas. C'est un gars extraordinaire puis qui a, dès l'âge de 10 ans, commencé à faire des pirouettes en motocross. Je me rappelle, moi j'avais la piste de BMX à Saint-Fleur à l'époque, puis on entendait parler de Ben. À ce moment-là, les jeunes qui faisaient du BMX, ils en parlaient. Et je pense que ça mériterait une bonne main d'applaudissements pour accueillir notre prochain invité, Ben Milo. Salut. Salut Ben. Ouais. Monsieur Milo. Merci beaucoup d'avoir dit oui. Ce que j'ai trouvé super drôle, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je voulais le partager avec tout le monde. Quand j'ai commencé à te demander si tu voulais venir à l'émission, là tu me faisais un thumbs up, sur le. Puis là après ça, je te disais ça va être telle date, telle affaire. Ouais. Thumbs up. Parce que tu parlais sur Facebook, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça, exactement. Puis à la fin, je disais à mes amis, j'ai dit. Il m'a pas dit oui encore. Qu'est-ce que je fais avec là? Je te demandais. C'est tellement rapide le thumbs up qu'on y prend goût, hein? Puis c'est efficace. Ça veut dire oui, ok, ça veut dire. Oh, mais ouais. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais. Puis je vous jure, je vous montrais, j'ai des mots, j'ai des paragraphes, tout ça. Ouais. Et là, je me suis dit, j'espère que quand il va venir, il fera pas juste oui, non. Mais quand tu t'envoies en l'air, tu racontes pas ta vie non plus. Là. Mais non. T'as fait T'as fait les X Games, oui. X-Filers. X-Filers, t'étais 5 ans en Chine. Oui. Comment t'as commencé ça? J'ai commencé ça à l'époque avec mon grand frère. C'est à cause de lui que j'ai commencé tout ça. Et il en faisait. Et à l'époque, le freestyle, la discipline du freestyle n'existait même pas. C'était des courses de motocross. Et on en faisait dans le coin ici, dans la région. Puis j'ai pogné la piqûre, évidemment. Puis je l'ai suivi. Puis après ça, on a commencé à avoir des courses, championnat du Québec et tout ça. Oh, excusez. On peut-tu recommencer, ce bout-là? Non, on devrait pas. C'est vraiment raté. On devrait pas, on va le garder. C'est les meilleurs bouts, ça. OK. Santé. Sur ça. J'ai pas pu l'entendre. C'est ça. Tu boirais du vin, ça t'arriverait pas. Ça prend du vin. OK, on va acheter du vin. On va laisser ça là. Ça va pas comprendre.
Oui, donc c'est ça, j'ai commencé à faire les compétitions partout au Québec. Mais là, à 10 ans, t'as pas de moto comme toi? Non, évidemment, on a des motos pour enfants. Et c'est déjà assez dangereux comme ça. Oui. Ça donne une chance, là. Ça c'est vite. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai évolué là-dedans. Puis après ça, j'ai décidé de faire le saut, c'est le cas de le dire, là, dans le monde du freestyle. J'en avais assez des courses. T'avais quel âge? J'avais 18 ans quand j'ai lâché les courses. Et là, au grand désarroi de mon père, parce qu'il se demandait un peu où je m'en allais avec ça. Puis aussi le fait que de faire tous ces circuits-là avec son fils, c'est quand même... Ouais, puis ça, c'est un truc familial. Chez nous, c'est ça qui était le fun. Puis, celle-là encore, mais c'est juste qu'à l'époque, c'est ça, mes parents suivaient mon frère. On partait avec le motorisé à mes parents, la remorque, les motos. Puis, on faisait un peu du camping, finalement, mais sur un terrain de course. Puis, quand j'ai décidé que je lâchais le monde de la compétition pour commencer le freestyle, à l'époque, c'était tout nouveau. Là, ça commençait, cette révolution-là, si vous voulez, le mouvement des sports extrêmes, puis c'était de l'inconnu, mais j'avais le feeling que c'était pour être bien le fun, puis que c'était pas mal juste ça, dans le fond, mon truc numéro, c'était comme, hey, on va vraiment s'amuser avec ça, puis on va voir ce que ça va nous mener, puis j'ai embarqué là-dedans, puis rapidement, c'est devenu aussi populaire, sinon plus populaire que les courses, puis ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. C'est-tu un peu comme, tu sais, ceux qui s'entraînent pour les Olympiques, tout ça, ils n'ont pas vraiment de vie d'adolescent, ils sont toujours dans le sport, c'était comme ça pour ça? Moi, je te dis qu'on a une très bonne vie. On a voyagé, on s'est amusé, puis ce qu'il faut dire, c'est que les sports extrêmes, en général, c'est moins pire avant, mais à l'époque, c'était vraiment sex, drug, rock'n'roll. Ah oui, c'est comme... Ben oui. Après, je pensais que les sports extrêmes, c'était la pétanque, là, donc... Non. Mais en France, c'est vraiment la... mais non, c'est ça. Ça pour dire que c'était la mentalité, si tu veux, des jeunes qui faisaient ça, c'était vraiment, OK, on a du fun, en gang, puis on repousse les limites, dans le fond, à chaque fois, puis c'était ça la mentalité. Donc, évidemment, maintenant, les compétitions sont arrivées, tout ça, là, c'est devenu un petit peu plus sérieux, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment ça le but. Et évidemment, on s'entraînait, on pratiquait, puis on voulait performer, on voulait surtout être meilleur que notre chum qui faisait de la moto avec nous, ou vice-versa. On voulait se dépasser l'un l'autre. Donc, il y avait cet effet de compétition-là entre moi et ma gang, finalement. Donc, comme on dit, work hard, play hard. Non, on dit ça. Ouais. Donc, work hard, play hard. Tous les jours, donc, on s'amusait, mais quand c'était le temps de travailler, on travaillait aussi. Là. Est-ce qu'il y a une grosse rivalité entre clans et tout ça? Là, tu parlais de ta gang, mais entre gangs, il y avait... Je te dirais, c'était plus, je le sentais plus à l'époque que je faisais de la course sur un circuit que là... oui, il peut y avoir un petit peu de jalousie mêlée à ça, puis de ci, puis de ça, puis de mémérage, etc. Parce qu'en freestyle, c'était plus vraiment une gang de chums. Donc, il y avait un petit peu moins comme tu parlais de politique un peu tout à l'heure, c'était un petit peu la même chose dans n'importe quel milieu, finalement. Là. Donc, surtout quand tu es dans une espèce d'association de courses, etc. Beaucoup de ministres qui font du freestyle aussi. Oui, nous avons un autre genre de freestyle, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Mais quand tu étais... Parce que toi, dans le fond, ton frère a ouvert au niveau parental. J'imagine que des fois, c'est stressant un peu pour les parents. Ouais. T'as ton frère qui avait passé là, mais est-ce qu'il y a des moments où tes parents étaient quand même stressés de te voir faire ce que tu fais? Comme n'importe quel parent. moi j'ai un enfant. Okay. Il est trop jeune pour faire la moto, mais le jour où il va faire la moto, et s'il me dit un jour qu'il va faire des sauts, des trucs extrêmes un peu, je vais comme être non. Tu sais quoi? J'ai passé là. Pas de bonne idée. Donc, le gars le plus nerveux au monde, mais ma mère encore aujourd'hui, elle avait une manie, c'est quand que je faisais mes sauts, elle me regardait, et quand j'arrivais dans les airs, elle se revirait de bord pour pas me voir, juste au cas s'il y avait quelque chose. Donc elle regardait jusqu'à temps que je quitte la rampe, et après ça... Elle t'a jamais vu réussir? Non! Elle m'a jamais vu faire un saut en réalité. Et encore aujourd'hui, comme ça fait... Décollage d'atterrissage. Ouais, 25 ans que je fais ça, puis elle a bien de la misère à me regarder, elle est bien nerveuse.
Puis mon père, ça va bien, je retiens ça de lui, là, fait que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Est-ce que ton père, il faisait ça avant aussi? Non, pas du tout, mais il a tout été dans ce qu'il faisait, il a tout été un peu cowboy, un peu, Okay. il aimait les sensations fortes, puis je retiens ça de lui. Hein. Puis, ton premier moment où tu as fait un saut là, qui valait la peine de se vanter, là, c'était quoi? C'était quand? Comment c'est arrivé? Ben, je te dis, un des moments forts, évidemment, c'est quand j'ai atterri mon premier backflip en moto. OK. Donc là, ça a été spécial parce que, tu sais, c'est un peu, quand tu y penses, c'est pas vraiment logique de prendre une moto et de dire, je vais faire un backflip et atterrir sur mes deux roues, espérer atterrir sur mes deux roues à un morceau. Puis là, ben, c'est un peu un combat avec soi-même parce que, tu sais, la tête te dit non, c'est pas une bonne idée. Puis, mais en même temps, t'as l'autre côté qui dit, ben, ça serait vraiment cool si t'atterrissais cette figure-là. Ouais, je vais l'essayer. Mais il arrive des embûches au travers de ça, ça se fait pas avec la claquant des doigts. Mais quand finalement tu réussis la figure que tu as travaillée pendant un certain temps, ben, c'est le meilleur feeling au monde. Surtout une figure comme le backflip qui est tellement. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas nécessairement les figures techniques et tout ça, mais ils connaissent la figure du backflip parce que tout le monde l'a vu à la télé ou dans des trucs comme ça. Donc c'est un truc qui frappe l'imaginaire. Puis c'est quoi le saut qui est le saut qui est le plus difficile? Il y en a plein. Le saut, présentement, dans le monde de la moto qui est le plus difficile, c'est le... Écoute, imagine ça, à l'époque, on faisait des backflips. À cette heure, il y a un Australien qui a atterri un triple backflip aux États-Unis, ouais, avec une rampe spéciale. Il monte comme je sais pas combien de pieds dans les airs, ça n'a même pas de bon sens. Il atterrit sur un coussin gonflable, mais dans une pente. Ouais, fait que si on parle du saut le plus dangereux, le plus risqué, là, je pense que ça en est un, ça. Dans tes... parce que tu as voyagé beaucoup. Dans ton début, quand tu as commencé à voyager, comment tu te sentais dans tout ça? Comment c'était... Tu parlais de rockstar, tout ça. Là, non, mais c'était cool. J'ai eu la chance de commencer à voyager assez jeune, puis j'étais vraiment nouveau là-dedans, comme un kid qui découvre le monde. Je parlais même pas anglais vraiment, puis j'ai vraiment tout appris, je te dirais, mes skills avec comme ça, sur le tas, en voyageant, en rencontrant des gens. Tu te débrouilles, tu as des contacts, puis tu apprends à parler anglais, puis à te faire des amis, puis de te débrouiller, puis ben, c'est ça qui est le fun du processus, finalement. C'est tout le chemin, finalement. C'est pas... c'est un peu comme il disait, c'est pas nécessairement une destination, mais c'est vraiment ça se passe à tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas le résultat, c'est... Non, c'est ça, exactement. Puis c'est un peu la même affaire pour moi. Évidemment, il y a plusieurs étapes, puis, mais en même temps, quand tu regardes ça, tu te dis « wow, c'est vraiment de l'expérience. » Puis si je peux faire ça le plus longtemps possible... C'est-tu les X-Games qui t'ont donné ta première notoriété? T'as-tu fait reconnaître un peu? Ou à l'époque, ça, c'était avant les réseaux sociaux. Fait que je te dirais que ça a comme pas mal passé sous les radars. Mais après ça, il est arrivé... Ben, nous autres, on a entendu parler. Ouais, on a entendu parler. Les exemples temps, je pensais au départ que c'était des jeux pour adultes. Mais... Oui, c'est ça. Non, c'est pas ce genre de jeu-là. Mais... ça, il n'y a pas besoin d'arrêter. Mais après ça, il est arrivé la compétition au Stade olympique, qui est le Super Motocross de Montréal, là, qui m'a vraiment aidé. Finalement, côté visibilité, notoriété au Québec. Puis j'ai eu la chance de le gagner 3 fois. Fait que ça, évidemment, ça l'aide côté médias au Québec, avec la télé et tout ça. Ouais. J'ai pris mon info dans ouais. Donc, c'est peut-être ça que c'était vraiment le Stade olympique à Montréal. Là. Ah oui? Oui, de ce côté-là, pour faire mais ça, tu le fais quasiment toutes les années? Oui, il y a eu un break pendant 4 ou 5 ans. L'organisation qui était là en place à l'époque ont arrêté. Puis là, ben, Gestev est dans le décor maintenant. C'est eux qui gèrent l'événement, qui la produisent depuis l'année passée. Donc, c'est une nouvelle gang, une nouvelle formule. Puis, c'est une super bonne vitrine pour moi et pour tous les autres jeunes qui sont en arrière, qui s'en viennent et qui font leur chemin finalement dans ce sport-là. Ouais. Et puis, après ça, il est venu le cirque. Oui. Ça, c'était un gros morceau parce que là, c'était comme...
Là, c'est... Ben, c'est un truc que je m'attendais pas, surtout là, de finir dans un cirque avec une moto. En Alaska, puis un ballon. C'était quasiment ça. Puis... Comment c'est arrivé? Ben, je connaissais, dans le fond, la personne qui s'occupait de booker les pilotes là-bas de moto pour Franco Dragon, finalement, qui produisait le spectacle là-bas. Puis je connaissais cette personne-là à cause d'une compétition que j'en fait en Europe et tout ça. Et de fil en aiguille, il m'a mis en contact. Il disait, justement, ils ont besoin d'un pilote, du coup, de venir. Puis je dis, ouais. Fait que 2 semaines plus tard, j'avais un contrat pour 2 ans là-bas. Fait que finalement, j'ai dit, quand ils m'ont proposé le contrat, j'ai dit non. Ah non? Ouais, j'ai failli passer à côté de ça. Ben, parce que j'étais en pleine... Pourquoi? Ben, j'étais en pleine saison. Ici, le timing n'était vraiment pas idéal. Puis j'avais plein d'engagements. Puis... Tu t'attendais pas à ce que ça dure longtemps puis que ça soit... Ben, je m'attendais pas à ce qu'il me propose 2 ans de contrat. Un endroit que tu n'as aucune idée c'est quoi. Tu n'as aucune notion de la Chine là, quand t'es grandi ici. Puis... Ça te faisait-tu peur? Oui, c'est sûr. Ben, tu te dis, va déménager en Chine pendant 2 ans. Tu fais comme, laisse-moi y penser. Où si je vais habiter, c'est quoi? C'est comme toutes ces... Là, t'avais-tu ta famille à ce moment-là? Non, j'avais pas ma blonde, puis mon petit, mais quand même, tu sais. Puis j'avais déjà des projets ici de mon côté. Fait que là, c'était comment, je vais-tu laisser tomber ce que j'ai commencé ici, pour aller là-bas, puis tout ça. Fait que j'avais comme jonglé avec plein d'affaires. Puis finalement, j'ai dit non, j'ai passé là-dessus. Puis ils m'ont rappelé 6 mois plus tard, fait que j'étais vraiment dû pour y aller. Parce qu'ils m'ont rappelé pour m'offrir finalement un contrat temporaire pour remplacer quelqu'un. OK. Puis ils m'ont offert un contrat de 6 mois. Qui commençait en novembre. Fait que moi, j'ai fait l'hiver là-bas finalement, puis j'ai répété le truc pendant 6 ans. Fait que finalement, ça a été. Quand tu dis il y a des trucs qui sont dus pour arriver, qui sont. Fait que ça a été une super expérience que j'ai faite pendant 6 ans de temps. T'as pas le choix quand tu fais un métier comme tu fais. Faut que tu sois un peu homme d'affaires là-dedans parce que tu dois gérer tu parles de prendre des décisions pour le contrat puis tout ça. Fait que t'as un côté homme d'affaires, t'as pas le choix. Ben, je pense que t'as pas le choix dans un sens de... Tu sais, moi, je suis vraiment zéro à l'école et tout ça. J'aimais pas ça. J'aimais rien. J'aimais pas les maths. J'étais tellement ailleurs puis je pensais juste à la moto puis j'étais plus créatif, je te dirais. Fait que j'avais vraiment de la misère avec tout ça. Mais jamais j'aurais pensé que finalement j'en aurais besoin plus tard. Ouais. Fait que donc là, c'est que c'est le temps de OK, faut que tu dises OK, combien de temps ma carrière va durer, ça sera pas très très long, qu'est-ce que je vais faire après, je vais-tu assez d'argent pour vivre, est-ce qu'il y a des moyens que je peux en faire plus pour développer justement ma carrière pour que ça dure plus longtemps? Tous ces trucs-là qu'il faut que tu te poses parce que t'es... t'as déjà... Oui, il appelle ça... il appelle ça entrepreneur, il appelle ça aussi travailleur autonome. Donc c'est vraiment, vraiment autonome parce que t'as aucun cadre, t'as pas d'assurance, t'as rien de ça. Là, fait que t'es vraiment on your own, puis tu t'arranges pour que ça fonctionne. Non plus. Non, c'est assez difficile. Ça coûte cher. Mais c'est ça. Donc là... Finalement, tu deviens, sans le vouloir, tu deviens entrepreneur, tu finis par avoir le réflexe pour ces trucs-là, puis dire, OK, comment je pourrais faire ci ou ça, qu'est-ce qui ferait que je pourrais faire ça, puis ça m'amènerait peut-être à un autre contrat, puis à un moment donné, tu finis que, tu n'as pas le choix, tu le fais. Tu as le Miloland qui fait partie un peu des affaires que tu fais. Ouais. Comment ça a commencé, le Miloland? Ben, ça a commencé que, encore là, on va expliquer avant, c'est quoi le Miloland? Le Miloland, c'est une tournée de spectacle que je fais depuis 9 ans maintenant, que j'ai créé finalement. Puis, donc, on a une trentaine de dates à faire partout au Québec, puis en Ontario. Puis, dans le fond, c'est que j'avais un contrat. Avant de 2006 à 2009, j'avais un bon contrat avec des commanditaires, Suzuki Canada, Molson et tout ça. Puis on avait un bon budget pour faire une tournée. Fait que je faisais rien à part faire de la moto finalement. Puis on avait du monde qui gérait tout ce qu'il y avait à gérer pour côté business, tu vois. Puis du jour au lendemain, on a perdu ça, ce budget-là. Donc, perd le budget, perd la job, perd les commandites, perd tout, perd l'argent. Tu sais, j'avais plus rien avant de moi. Puis toi, tu as des employés là-dedans? Là, t'as du maintenant, oui, mais pas à l'époque. À l'époque, j'étais juste employé comme pilote dans une équipe. C'était assez facile comme rôle. Là. Je faisais ma moto, puis c'est tout. Mais c'est là qu'il a fallu que je me réveille d'abord et me dise, OK, si je viens de perdre ça, mais il faut que je me trouve un moyen pour justement pour que ça arrive. Puis que j'ai quelque chose en dessous des pieds, finalement, pour que si je perds un commanditaire, bien, que je puisse continuer puis que ça ne change pas
ben, que ça n'arrête pas ta carrière du jour au lendemain. Là. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est comme en course automobile, là, tout ce qui est financement, tout ça. Puis, donc, c'était un peu ça qui m'a fait réaliser, oh, OK, il faut que je gère moi, plus comme une business, comme une entreprise finalement, pour continuer, pour éviter des trucs comme ça. Pas être à merci, si tu veux, d'autres personnes finalement. Donc, j'ai pas le goût de ça. Donc, je me suis arrangé pour que j'aille avoir le contrôle sur mes trucs, mes contrats, mes spectacles, mes commanditaires, tout ça. Donc, c'est là que j'ai créé la tournée Miloland. Puis, je me suis entouré aussi je fais pas ça tout seul. Je me suis entouré de personnes qui font ça dans la vie, tout ce qui est booking de spectacles, agence, commanditaire, tout ça. Donc ça a été écœurant. Puis, depuis 9 ans, je fais ça. Ah oui? Oui, durant l'été. Donc, on fête le 10e anniversaire en 2020. Ah oui? Ouais. C'est bon, fait que, je pensais pas que c'était pour faire 10 ans de temps comme ça. Parce que, mais en plus, la moyenne d'âge, ça dure combien de temps? Ben, je te dirais, quand t'es rendu à mon âge, c'est la fin. Là. Je tire le fun, le plaisir le plus loin que je peux. Parce que je m'amuse encore comme si j'avais 20 ans, là, comme au début. Mais tu étais chanceux quand même au niveau corporel, au niveau physique, tu es quand même pas si magané. La différence maintenant qui fait que je peux encore faire ça à temps plein, c'est qu'aujourd'hui, je fais plus de compétition, je fais juste des spectacles, comme des trucs en Chine, des trucs ici, ben c'est un autre truc, c'est pas aussi demandant physiquement que quelqu'un qui fait le championnat du monde, par exemple. Puis comme n'importe quel autre sport, souvent on a des jeunes retraités en patin ou des trucs comme ça, puis ils vont travailler pour le Cirque du Soleil, des trucs comme ça sur des spectacles, puis ils peuvent le faire, parce qu'ils ont encore les capacités, mais pas nécessairement pour compétitionner, mais pour faire des spectacles comme ça, c'est parfait, donc on a l'expérience, tout ça. Donc, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Et dans ta carrière, as-tu eu des moments où physiquement, tu as vraiment mangé à la claque? Ben ouais, en 2010, quand je me suis cassé le fémur, le bras et le coude en même temps, sur un souffle, je me suis ramassé en chaise roulante, 6 mois arrêté, invalide, j'avais de la misère à manger, tout ça. Là, faut que tu déménages chez tes parents parce que tu peux pas vivre tout seul, t'es considéré comme invalide. Puis ta tête peut fonctionner, tu dois te poser des questions sur l'avenir à ce moment-là. Ouais, ben, pas tant que ça, à vrai dire, c'est plus le monde alentour de moi qui se posait des questions que moi, ouais. Puis ma mère m'a dit, d'après moi, c'est la fin, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, mais je passerais pas, tu sais. Puis finalement, 2 ans plus tard, c'est là que j'ai signé mon contrat pour aller en Chine. 2 ans après cet accident-là, donc une chance, j'ai pas arrêté. Mais ça prend du courage en temps. Tu aurais fini par faire des spectacles en chaise roulante, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais il y en a avec. Oui, j'en ai vu. Ouais, donc, souvent, ils parlent le talent, c'est une chose, mais je pense que la persévérance, puis avoir la détermination, ça fait tellement la différence. T'sais. Parce que des gens qui ont du talent, il y en a plein, puis j'en ai vu un puis un autre, mais souvent, il y en a qui arrivent très très rapidement sur une scène, peu importe la sphère d'activité, ils arrivent très très rapidement, mais aussi ils partent aussi très rapidement, pour x, y raison. Fait que c'est ça que je pense que le truc qui fait que je suis encore présent, c'est dans le milieu, c'est vraiment sa détermination puis tout ça. Faut que tu sois solide mentalement aussi, énormément. Là. Ben oui, c'est sûr. Le stress et tout. Et c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Puis en ayant une famille, ça doit être encore plus dur quand tu dois partir. Ben, on s'ajuste pour ça, mais ben non, c'est juste que ça te conscientise, si tu veux, du fait que, faut que tu fasses attention. Faut que tu fasses attention, faut que tu ramènes de l'argent à la maison, faut que tu vives une famille, donc c'est sérieux. Hein? C'est vraiment un métier. Oui, c'est ça. Faut que tu le prennes au sérieux à partir du moment que tu as un enfant. C'est comme des responsabilités, tout ça qui viennent avec ça. Donc, de ce côté-là, ça a changé un petit peu la vision de dire, OK, tu peux prendre ça vraiment à la légère, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Là, donc, ouais. Puis si tu n'avais pas fait ça dans ta vie... Oh, bonne question. Quoi? Je sais pas. Je sais pas. Ben, j'ai tout le temps trippé sur tout ce qui est musique, artistique, tout ça. Donc ça m'attire. Mais on sait que c'est pas un milieu qui est très très facile non plus. Ben, il n'y a aucun milieu en réalité qui est facile. Que ce soit dans ton milieu amer. Si tu parles... À part la politique, peut-être. Non, je ne fais pas une fixation non plus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement de milieu très, très facile, je te dirais. Peu importe si on veut... Pas d'élus dans la salle, non.
Donc, non, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais aimé ça. Je sais que j'aurais aimé voyager, donc peu importe quelque chose qui a rapport avec le voyage. Des fois, je regarde ceux qui travaillent dans les avions, tout ça, je trouve ça, c'est quand même une vie assez spéciale de pouvoir faire le tour du monde comme ça. Pas les turbulences. Non, le moins possible, ou tu peux aller perdre tes bagages. Ouais, c'est ça. Quand on voyage beaucoup, on a bien des justement, en voyage, qu'est-ce qui t'est arrivé le pire? Bon, là, le classique, là, tu sais, ils perdent les bagages, ils perdent... Dans un vol direct. Ouais, c'est ça. Ils perdent des bagages dans un vol direct. Ouais, et attendre dans un avion avant qu'elle décolle, comme 2-3 heures, je pense, une fois, avant qu'elle décolle. Ouais, ça se passe. C'est l'hôtesse de l'air qui fait signe de la croix parce qu'il y a beaucoup de turbulences. Ça aide de pas voyager calmement. Ouais. Ouais, puis, tu parlais tantôt de ton fils, c'est ça? Oui. Est-ce que lui, quand il te regarde, quand il te voit faire ça, comment il te voit? Il est encore jeune, il n'y a même pas un an encore. Ah, OK. Mais en tout cas, je sais qu'il est déjà attiré par tout ce qui est bruit, moteur, tout ça. Il n'a pas peur du tout, il est vraiment même attiré par ça. Fait que je pense que... Il sent que t'as ça. Ouais, ça promet. Je pense qu'on n'a pas fini avec lui. Là. En tout cas, de ce qu'on voit à date. T'inquiètes-tu ta blonde? Non, c'est le contraire. Ma blonde, elle triple là-dessus. Ouais, vraiment. Fait que, ouais. Puis là, on parlait d'affaires, de l'homme d'affaires, mais tu me disais tout à l'heure, tu as quelque chose d'autre qui s'en vient. Ouais, ben dans le fond, j'ai en brainstormant tout ce qui est possibilité à faire avec l'entreprise que j'ai, qui dans le fond, moi je fais affaire principalement avec des festivals. Fait que ça, c'est les clients qui m'engagent finalement pour le spectacle et tout ça. Ben, je m'en suis venu à la conclusion qu'on pourrait offrir, dans le fond, d'autres services qui vont plus large, plus large finalement que la moto, parce que c'est tellement niche comme milieu, puis aussi comme potentiel, si tu veux, de clients, parce qu'il y a tout le temps des restrictions d'espace, de ci, de ça, de budget, évidemment, tout ça. Donc c'est un peu difficile de ce côté-là, mais je me suis dit pourquoi pas amener quelque chose de vraiment familial qui est accessible pour tout le monde. Donc j'ai investi dans des jeux gonflables. Puis dans le fond, c'est une offre qu'on ajoute puis qu'on peut amener avec nous justement dans des événements. Puis faire une grande zone comme ça pour les enfants avec plein de modules gonflables différents. Puis là, ben, c'est là que j'en suis venu arrivé avec plein de modules différents qui n'avaient jamais été vraiment vus au Québec et tout ça. Puis tu passes la terre battue au coussin gonflable? Ben, c'est plus les jeunes, finalement. Les jeunes, dans le fond, le concept, c'est que les modules gonflables que j'ai, ben, certains d'entre eux, parce que j'en ai 45 au total, mais certains d'entre eux, c'est des modules qui, dans le fond, pour faire l'initiation de sport extrême. Ah, OK. D'une façon sécuritaire. Fait qu'on a, par exemple, un surf mécanique, un skateboard mécanique, on a de la chute libre, on atterrit dans un gros coussin d'air. Donc, c'est tout des trucs qui rappellent, si tu veux, ben, les sports extrêmes. On a appelé ça l'Académie extrême Ben Milo. Nice. Puis c'est 5 jeux différents, finalement, qui... Que vous avez décidé, vous? Oui, que j'ai designé tout ça, puis que j'ai packagé ensemble, puis on offre ça comme ça. Fait que ça a le lien avec moi, ben, c'est les sports extrêmes. Puis les jeux gonflables qui sont super accessibles pour les familles et tout ça. Donc, ça, c'est un nouveau projet sur lequel je travaille puis qu'on va vraiment développer en 2020. Là. Ah, c'est nice. Ouais. Puis là, il te reste un événement. Oui, un spectacle. Une date de spectacle, la dernière, qui va être à Montréal, au Stade olympique déjà. Fait que, c'est le 14 septembre. Donc, ça s'en vient. Et, je sais pas si l'émission va être sortie, mais... Ouais. Et c'est ça, donc je peux pas vous dire si ça a bien été ou pas. On sait pas si... Attends, on va faire une take. Oui, ça se fait bien été, j'ai gagné. Ouais, c'est ça. Fais-le, puis après ça, je mettrai la vidéo. Ouais, c'est ça. Ben, ça a très bien été, j'ai gagné au Stade olympique. C'était le 14 septembre. On te mettra des... Oui, des thumbs up. On a notre collaborateur, Alex Hamel, qui a fait une entrevue avec Sam Breton, j'en suis souvenu, c'est pas super, qui, vous allez voir. En tout cas, on se revoit après la capsule. Sam Breton? Oui. Segment sprint? Oui. Hey!
Merci. De rien. L'animal qui te ressemble le plus? Le lion. Pourquoi? Il rugit, il fait pas à manger, mais il mange comme un roi. Hein? Quand c'est clair. C'est clair. Je te donne 10 000 $ cash live. Qu'est-ce que tu fais avec? Je le place, puis j'attends qu'il fructifie. Ouais, je suis plate de même. J'achète à rien, j'ai pas de besoin pour l'instant. Moi, j'étais un gars très conservateur. Okay. Je prends 1000$, je te le donne, faut que tu t'achètes une veste, ça n'a pas de si bon sens ton affaire. Puis le 9000$, je le place, puis avec l'intérêt, là, ça va me rapporter bien gros, ça. Les gens seraient surpris de savoir que tu manges des whippets à température de pièce. Puis que le Nutella, une fois, je m'en mets ses cuisses. Je trouve que ça attendrit mes muscles avant une course. Les gens seraient surpris, Alex, de savoir ça. Je pense qu'en ce moment, ils sont extrêmement surpris. Ouais. Je les entends être surpris en ce moment. Ton plus gros malaise à vie? En ce moment. Ouais. En ce moment, depuis le début de tout un cossin de sprint, là, c'est vraiment, Venez me chercher, quelqu'un! Comment te séduire? Quand même séduire? Oui. Des petits cheveux lichés sur le côté, un peu bleachés, là. Ça, Alex, tu viens me chercher pas mal. Là, ma blonde n'est pas loin, là, fait que faut que je garde mes réserves, là. Sinon, du chocolat. Je pense que du chocolat, ouais, du chocolat. Dans n'importe quelle déclinaison. Mangeage, frottage. Je me souviens que quand t'avais reçu l'année passée, tu disais que tu t'en mettrais dans tous les orifices. Oui, ouais. Moi, quand j'aime quelque chose, je me dis, c'est très québécois, je me dis, je m'en crisserais dans le cul. Et ça, c'est extrêmement vulgaire, les gens capotent, mais moi, c'est vraiment plus que parce que c'est prouvé, là, tu sais, comme on dit, il y avait des scandales à l'époque, là, il y avait des jeunes filles avant d'aller veiller qui trempaient un tampon dans de la vodka, puis se le rentraient dans l'anus, parce qu'au niveau, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, ça allait directement dans le sang. Il y avait des comas éthyliques, c'était la catastrophe, là. Et moi, c'est pour ça que quand j'aime quelque chose, j'aimerais ça que ça me rentre directement dans tout mon organisme. Pas dans le sens de jouissance, mais dans le sens que je voudrais que ça me rentre dans le sang. Fait que du chocolat, moi, ça serait un tampon directement dans le socket. Ouais, je sais juste pas si je suis à l'aise avec les images que j'ai T'es actuellement. très à l'aise. T'es très à l'aise. Oh oui, t'es à l'aise. Oh oui. Au contraire, ta technique de séduction. La technique de séduction? Oui. Rester moi-même. Moi, tu sais, quand j'ai rencontré ma blonde, là, elle me trouvait beau, correct, mais de la façon dont j'étais habillé, là, elle a dit, je cite, je me suis retenu pour pas vomir. Tu vois, fait qu'elle était pas trop dans l'exagération, puis j'adore ça. Puis à un moment donné, on a passé la soirée ensemble, puis en étant moi-même, en me retenant pas de dire ce que je pense, puis mes estis de niaiseries, des fois un peu trop, qui dépassent la ligne, mais ça l'a séduite, puis maintenant, ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble. Musique le fun. As-tu de la musique? As-tu du montage là-dessus? Sûrement pas. Je pense qu'on va en faire. Ouais, on t'a pas le choix. Ouais. Voilà, c'est fait. Pour toi, aller chez le dentiste, c'est... C'est un festival. Garde-moi ailleurs. Ils sont 4 pour un nettoyage. C'est dégueulasse. Ils me concassent la canine. Ça n'a pas de si bon sens. C'est un festival. C'est le fun. C'est du plaisir. Ouais, je suis heureux là-dedans. Si tu étais politicien. Politicien? Bon, garde. Un troc à 120, je me garoche devant. Puis ça finirait là. Direct dans la grille. Une calandre qu'on appelle pour les gens. Une calandre. Ouais. Ta meilleure imitation? Ma meilleure imitation, je suis zéro dans les imitations. Je suis bon pour imiter quelqu'un qui est pas capable d'imiter quelque chose. Okay. Donne-moi quelque chose à imiter. N'importe qui. Une affaire, ouais, un être humain, ouais. Un Belge au magasin. Un Belge au magasin? Ok, on va t'imiter quelqu'un qui essaie d'imiter un Belge au magasin puis qui est pas bon, ok? Alors là, ouais, chocolat, là! Bon, tu vois? Voilà, ça c'était mon imitation. Si tu étais un film, lequel serais-tu? Un film, Les Boys. Les Boys, 1 ou le 2. Je te laisse le choix. Les autres, pas qu'ils sont top mauvais, mais ça serait 1 ou 2. Là. Je connais les répliques, je connais tout. Là. Ouais, ça serait vraiment ça. En même temps, c'est une pièce d'anthologie, c'est un film mondial. Là. Tu vas en Inde, t'en parles, tout le monde sait c'est quoi les Boys. Là. Ouais, fait que ça serait ça. Je te laisse te plugger et finir ce podcast. OK. Attention à toi, il y a une marche, attention à pas tomber. OK. SamBreton.com, t'as tout là-dessus. Moi, je sais que je pourrais dire toutes les plateformes, parce qu'à un moment donné, ça devient fourrant. Puis mettons que moi, j'ai un public assez large. Vous savez que je regarde. Je regarde-tu là ou là? Ok, je vais faire je vais continuer de loucher à temps partiel. Puis des fois, tu te dis, puis les gens, là, comme j'ai un public assez large, tu sais, 50 ans en montant, eux autres, là, regarde, Internet, c'est quasiment une rumeur, esti. Fait que tu sambreton.com, puis t'as les petites vignettes en haut, là, Facebook, Instagram, UGS. Tu peux vraiment cliquer sur ce que tu veux. Je suis un peu partout. Fait que sambreton.com, puis si tu m'as aimé, viens voir mon show. Puis si tu m'as pas aimé, viens voir mon show pour être sûr que tu m'haïs. Vraiment pour certifier ça. Fait que voilà, je vous aime, puis moi je vais aller préparer mon show, puis moi partir comme l'autre grand guédaille, là, moi colisser mon camp de même. C'est parti. Bye là! Bye! La sortie est par là.
Alex Hamel, un petit gars de Saint-Tite, la région, qui fait il a fait les festivals d'humour cet été. Je pense qu'il va aller loin. Moi, je l'ai découvert avec son, justement, là, vous avez vu à la fin de son vidéo, il y avait la signature de la petite équipe où ils font des podcasts. Ça vaut la peine d'aller voir. On revient avec mes invités. C'est le temps de faire des plugs puis de dire où est-ce que les gens peuvent vous découvrir ou découvrir ce que vous faites. Philippe? Il faut venir au DJ Hub, évidemment. Est-ce que c'est facile de venir visiter le DJ Hub? Est-ce que c'est ouvert au public? C'est ouvert au public, effectivement. Donc, on a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Comme je dis, on a nos 5 ans, donc on a des activités toutes les semaines, en fait, pour venir nous découvrir. Donc, puis même avec les enfants, de venir avec les enfants, c'est bon, parce qu'après ça, ça leur donne le goût de... Pas tous les jours, parce que c'est bruyant, mais oui, on peut venir les enfants. C'est bien. Puis le site web, c'est? Le site web, c'est www.djhub.ca. Mais on a même des événements pour les animaux. On a fait une journée bloc chien récemment. Oui. Les gens venaient avec leurs animaux et pour socialiser, c'est très intéressant. Puis ça s'est bien passé? Ben, ça finit comme un marché aux puces, là, mais ça a bien commencé. Mais on va refaire d'autres activités, pas que pour les animaux, mais en tout cas... Parfait, ben merci beaucoup. Ben? Oui? Qu'est-ce que tu as des sites web ou des trucs? Oui, benmilo.com, qui sont les réseaux sociaux, évidemment. Là, sur Facebook, Instagram, tout ça. Puis l'hiver, c'est la vacance? Un petit peu de vacances, mais en préparation de la saison, puis plein d'autres trucs. Là. Tu vas-tu pratiquer en Floride? Oui, je vais préparer ma saison là-bas et tout. Puis j'ai d'autres contrats aussi au travers de ça, là, avec le Salon de la moto, Québec, etc. Ouais. Je vais faire un petit shout-out aux gens qui m'aident à réaliser ce talk show-là. Il y a beaucoup de bénévoles qui m'aident. Maxime, Alexandre Duchesne, fait que je pense. Anthony qui a aidé aussi. C'est Sylvie qui est venue m'aider à construire les décors. Il y a plein de monde de même, je ne les nommerai pas toutes, mais je les marquerai dans la description. On a aussi Mur Design, les fameuses photos de briques. C'est une compagnie du Québec qui fait ça, c'est Mur Design. Ils font des produits extraordinaires et c'est vraiment pas cher, c'est très très beau. D'ailleurs, ici, le décor, c'est plus beau que chez nous. je vais déménager bientôt. On a aussi des gens comme le DJ Hub qui chaleureusement nous appuient depuis longtemps. Très, très chaleureusement. Il n'y a pas d'air climatisé ici. Et on a aussi le Trou du Diable qui nous a fourni la bière. Aujourd'hui, qu'on n'a presque pas bu, mais on va boire ça tout de suite avant que la caméra se ferme. Puis il faut pas que j'oublie, Hélène Lafontaine qui a fait les toiles qu'on voit derrière. C'est vraiment des toiles qui ont été faites sur à l'huile sur une toile que j'ai fait agrandir. Et Hélène, elle a un style vraiment particulier. C'est que vous allez voir sur son site, Hélène Lafontaine. Ça fait un peu Minecraft, là, c'est bien. Ouais, c'est pixelisé. Je trouvais que ça allait super bien avec le thème. Et bien sûr, on a la ville de Shawinigan qui nous aide. Et si vous voulez nous aider, parce qu'on en a besoin, vous avez juste à communiquer avec moi. Mais une autre façon de nous aider qui va faire en sorte que plus vous faites ça, plus il va y avoir de gens qui vont s'intéresser à ce qu'on fait ici, c'est de vous abonner, de partager, de commenter. Et puis dites-nous un peu comment on peut faire pour améliorer tout ce projet-là. C'est le deuxième épisode qu'on fait. J'apprends mon métier avec ça. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que mes invités vous ont plu parce que moi, ils m'ont plu vraiment. Ça vous a plu? Oui! Merci tout le monde.